La France est dans une situation financière catastrophique. Mais vous allez voir que si on demande déjà de faire des efforts aux chômeurs, si on va vous demander de faire des efforts très bientôt, eh bien, pour le président et ses copains, là, c'est open bar. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je remercie Georges et Roger qui m'ont envoyé deux articles très intéressants sur les dépenses nouvelles et somptuaires de Emmanuel Macron et de ses amis. Alors vous allez voir, c'est des dépenses anecdotiques, mais ça dénote tout à fait un esprit. La semaine dernière, pendant toute la semaine, on vous a dit que vous alliez faire des efforts. Pendant toute la semaine, on vous a dit que vous alliez, que les chômeurs allaient voir leur indemnité réduire. On a laissé entendre que ceux qui sont en maladie longue durée dépensent trop d'argent. On a laissé entendre qu'on allait baisser le point d'indice pour les retraités, qu'on allait probablement s'attaquer aux fonctionnaires, notamment à l'éducation nationale. Bref, on a laissé entendre toutes ces choses. On devait récupérer de l'argent absolument partout et vous alliez en faire les frais. Et bien vous allez voir que les anecdotes que m'ont envoyé Georges et Roger, eh ben ces anecdotes, elles montrent que finalement le gouvernement, ils s'en fout. Finalement, lui, ses copains, ils peuvent dépenser mais autant qu'ils veulent. Quand je parle du gouvernement, évidemment, je parle d'Emmanuel Macron. Lui, ses copains, ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Il n'y a aucune limite. C'est vous qui payez. Et s'ils gèrent comme des nuls le budget de la France, parce qu'honnêtement, on est dans les plus mauvais européens, donc on peut se considérer que c'est géré n'importe comment. Ils ont fait 20 milliards de déficit de plus que ce qu'ils avaient prévu, donc vraiment, on ne peut pas appeler ça une bonne gestion. Mais en fait, ils s'en foutent. Parce que eux, leurs privilèges resteront tout le temps les mêmes. Et je trouve ça, mais de plus en plus insupportable à entendre. De plus en plus insupportable. À fouet! Il y en a marre, il nous faudrait un Milei. Il y en a ras-le-bol de ces gens. On va regarder. Avant que je m'énerve trop, on va regarder. Le déficit, je vais agrandir. Vous savez que j'ai pas eu le temps de faire mes lunettes, donc il faut que j'agrandisse un peu là. Hop, j'ai des petits problèmes de vue en ce moment, je vieillis. Le déficit public de la France continue à susciter des inquiétudes croissantes au sein de la population, alors que les chiffres annoncés par l'INSEE indiquent un écart alarmant entre les recettes et les dépenses budgétaires. Avec un déficit évalué à 5,5% du SMIC, soit 154 milliards d'euros, et c'est 20 milliards de plus que prévu. À chaque fois qu'on fait... Vous savez qu'ils avaient prévu 4,9, mais à chaque dixième de point, ça coûte 3 milliards de plus. Donc vous étiez à 4,9, vous êtes à 5, vous êtes trompé d'un dixième de point, c'est 3 milliards. Vous voyez la taille de l'erreur, en fait. Et c'est pas... Vous voyez, c'est la même chose, on le compare au PIB. Le PIB, c'est pas le budget de l'État. Le PIB, c'est l'argent que vous créez. Vous travaillez dans une entreprise, il y a l'argent que vous créez et par votre travail, il y en a une partie qui vous est versée sous forme de salaire, il y a une partie qui revient à l'entreprise qui va comme ça générer des bénéfices. C'est tout ça le PIB. C'est l'ensemble de la richesse créée dans l'ensemble du pays. Et l'État donc fait 5,5% de l'ensemble de la richesse créée dans le pays comme déficit. Mais si on prend le budget de l'État lui-même, pour chaque euro, enfin, c'est beaucoup plus important, évidemment, parce que le budget de l'État, c'est quand même beaucoup moins d'argent. Mais bon, on n'est pas là pour parler du déficit, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pour vous montrer un peu la façon dont eux réagissent. Donc le gouvernement se trouve contraint de prendre des mesures drastiques pour résorber cette situation. Ça, c'est normal. C'est une catastrophe, il faut prendre des mesures drastiques. J'ai vu un article récemment où Milei, vous savez, il y a une récession en Argentine, ce qui est parfaitement normal. Milei a pris des mesures drastiques, donc il est passé de 18 ministères à 9. Petite parenthèse, en France, il y en a plus de 40.
hein. Donc lui, il est passé de 18 ministères à 9. Donc, mesure drastique. L'État subventionne beaucoup moins de choses, mesure drastique aussi. Forcément, il est arrivé en récession. Et la récession, mais je l'avais dit dès le début, hein, donc ne me prenez pas en faute, dès qu'il a été élu, je vous ai expliqué, pendant 1 ou 2 ans, ça va conduire à une récession. C'est parfaitement normal, c'est un économiste, il sait exactement ce qu'il fait, mais c'est le seul moyen, en fait, les mesures drastiques, c'est le moyen pour que l'État reprenne une taille normale et que l'économie puisse fonctionner. Si l'État est obèse à une taille complètement normale, comme c'était le cas en Argentine avant, comme ce sera le cas demain en France, enfin en France il est déjà aussi obèse, mais on était dans un état moins grave que l'Argentine, on est en train de s'en rapprocher, tout va bien, et quand l'État a cette taille-là, en fait, il ne laisse plus à l'économie la possibilité de fonctionner. Donc il faut réduire, il faut faire des mesures drastiques, et effectivement, elles sont... le parallèle que je voulais faire, c'est que Milei aussi a pris des mesures drastiques, et moi j'aimerais aussi que la France prenne des mesures drastiques. Là, on fait que du rabot, hein. On fait du rabot, hein. Donc la hache, la tronçonneuse, c'est très efficace. Le rabot, pas vraiment, hein. Ça ne sera pas efficace. Mais bon, peu importe. Il veut faire ça. OK. Cependant, les décisions prises semblent davantage peser sur certains secteurs et catégories de la société, laissant entrevoir une rigueur économique qui pourrait impacter le quotidien des Français. La réunion de crise entre l'exécutif et les chefs de groupe parlementaires témoigne d'une urgence de la situation. Le gouvernement cherche à justifier ce déficit en mettant en avant les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire et aux crises géopolitiques. Absolument pas. Absolument pas. Le Portugal est en excédent. Le Portugal est en excédent. Il a connu le Covid aussi. Et, sauf erreur de ma part, il fait aussi partie de l'Europe et il est aussi impacté par l'Ukraine. L'Allemagne, qui est dans des difficultés XXL, toute son industrie est en train de se barrer, j'ai fait des vidéos là-dessus. Sauf erreur de ma part, ils ont connu le Covid, ils connaissent l'Ukraine à mort, hein, puisqu'ils sont encore plus proches que nous, et ils ont été les premiers impactés par le problème du gaz russe, puisque c'était les plus gros clients de la Russie. C'est d'ailleurs ça qui permettait à leur industrie de marcher. Donc ils sont encore plus impactés que nous, ils font 2,5% de déficit. Donc dire on fait 5,5, c'est la faute de Vladimir Poutine et du Covid, c'est bullshit. On vous raconte n'importe quoi. En fait, des nuls n'osent pas dire qu'ils sont nuls et trouvent des excuses bidons. Toutefois, les mesures envisagées pour réduire le déficit laissent entrevoir une réalité bien moins rose pour certains secteurs, notamment l'éducation nationale et la protection sociale, qui risquent d'être touchés par des coupes budgétaires. Donc la protection sociale, on a déjà vu que les chômeurs vont être touchés. On a vu que la santé, puisqu'on parle beaucoup des maladies longue durée, va être touchée et on touchera probablement à la retraite après les élections de juin. Donc on voit que ça va être touché, l'éducation nationale aussi. Mais si vous voulez, c'est normal. Encore une fois, moi je ne veux pas aller contre ce que je dis. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on dépense beaucoup trop d'argent dans le social chez nous. C'est 54% des dépenses de l'État ou 56% des dépenses de l'État. 56% des dépenses de l'État, c'est du social. Donc c'est clair que si vous n'y touchez pas, vous ne ferez rien. Moi, j'irai de manière beaucoup plus violente qu'eux. Donc, vous voyez, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me pose un problème, c'est deux choses. D'abord, je pense que le rabot, c'est inefficace. Ça fait que souffrir les gens sans efficacité derrière. Donc, technique du rabot qu'ils utilisent est totalement inefficace. Mais en plus, vous allez voir que ce qui m'embête, c'est la façon dont eux-mêmes se traitent. C'est-à-dire que Milei, prenons l'exemple de Milei, il a fait des mesures extrêmement dures en Argentine. Extrêmement dures. Mais quand il s'est rendu à Davos, pour faire son célèbre discours, il y est allé dans un avion de ligne. C'est-à-dire un Boeing ou un Airbus, je ne sais pas, d'une compagnie aérienne lambda. Et il a fait son trajet dans un avion de ligne. Alors il était peut-être en première classe, et après tout, pourquoi pas. Vous voyez, il n'est pas allé en jet privé. C'est-à-dire que lui-même s'applique la rigueur qu'il prône pour l'ensemble de son pays.
rappellerai qu'au même moment, il y a des gars d'Amérique du Sud hein, qui sont très, très, très à gauche, qui eux voyageaient en jet privé pour aller à Davos. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que s'il avait voulu faire, il l'aurait fait. Hein. Mais voilà, il s'applique à lui-même la rigueur qu'il fait au pays. Et je trouve ça très bien. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas d'Emmanuel Macron et du gouvernement. La transition vers un État protecteur plutôt que providence semble être la nouvelle orientation du gouvernement pour rationaliser les dépenses publiques. Cependant, cette transition s'accompagne de sacrifices pour les classes moyennes qui pourraient voir leur accès à certains services sociaux réduit. Cette stratégie d'économie budgétaire risque donc de creuser les inégalités et de fragiliser davantage les plus vulnérables de la société. Pendant ce temps, les dépenses somptuaires de certains membres de l'administration suscitent également l'indignation. Le récent voyage présidentiel au Brésil a mis en lumière le coût exorbitant du transport de 2 simples costumes présidentiels réservant un siège en classe affaires pour leur confort. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'histoire, c'est que donc le président est allé au Brésil, voir Lula, etc. Ils ont fait des photos ensemble, c'est la belle vie, gna gna gna. Bon, pas de problème. Il est président, son travail c'est aussi d'aller parler à ses homologues. Donc il est invité au Brésil, il va au Brésil. Le Brésil c'est une énorme économie, c'est très intéressant d'aller parler avec lui, pas de problème. Et là-bas, il s'est aperçu qu'il lui manquait 2 costumes. Alors, moi, déjà, je me fous à la porte la personne qui est chargée de s'occuper des vêtements de Macron. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Soit il y a un gars qui est chargé de faire les valises de Macron, parce que, évidemment, ce n'est pas Brigitte qui le fait, il ne faut pas exagérer, et puis c'est normal. Mais il y a une personne qui est chargée de faire les valises de Macron, et qui s'est dit, non mais il va au Brésil, ce n'est pas la peine de lui prendre ses costumes. Et là, il faut le virer. Et donc on devrait apprendre qu'on a viré la personne chargée de faire les valises du couple présidentiel. À mon avis, c'est le minimum. Soit c'est Emmanuel Macron qui dit non, mais les costumes que vous m'avez choisis, finalement, je ne suis pas hyper content. Amenez-moi 2 autres. Et dans ce cas, il dépense l'argent du contribuable n'importe comment. Vous avez quand même 2 costumes qui ont envoyé un jet en business. 2 costumes. Donc encore une fois, soit le mec qui doit faire les valises n'a pas pris de costume, et dans ce cas, il faut le virer, et on aurait dû apprendre dans la même info qu'on virait le gars et qu'il y avait les 2 costumes qui voyageaient, parce que là, ok, hein, Macron n'est pas là pour vérifier les costumes qu'on a mis dans sa valise, donc ok, il y a un mec qui a oublié de les mettre, mais dans ce cas, il est viré. Soit c'est Macron qui s'est dit, non, mais finalement, je préfère ce costume-là, je le trouve plus sympa. Mais dans ce cas, mon gars, attends, ça nous coûte combien cette affaire ? Tu nous demandes de faire des efforts, tu nous demandes d'être raisonnable, de dépenser moins d'argent, tu dis que les Français dépensent trop, et toi tu fais faire des voyages en classe à faire à 2 de tes costumes. Alors regardez, parce que c'est sur Twitter qu'on le voit, c'est une révélation de Libération. Hein, c'est pas moi qui ai inventé l'info, hein, c'est Libération qui a révélé cette histoire. Alors que les finances publiques, et là c'est un tweet de think tank, Little think tank, alors que les finances publiques sont dans le rouge, une dépense élyséenne fait grincer des dents. Libération révèle ce vendredi que 2 costumes présidentiels d'Emmanuel Macron ont rejoint le président en visite au Brésil et en Guyane à bord d'un Boeing 777 d'Air France le 23 mars dernier. Mais pas question de les faire voyager n'importe où. Hein. On ne les met pas dans la soute, faut pas déconner, c'est des costumes présidentiels. Ils ne vont pas dans la soute. Les 2 complets présidentiels ont voyagé en classe affaires avec leur propre siège réservé pour l'occasion. 3 355 €. Alors, je sais que c'est pas ça. Si vous voulez, je sais que c'est pas ça qui va sauver les finances publiques. Mais c'est quand même un sacré marqueur. Alors, maintenant que ça s'est su, l'Élysée nous dit non, mais le retour, ils vont le faire en éco. Bah, tu m'étonnes. Maintenant que ça se sait. Et puis le retour, ils peuvent pas être. Mais là aussi, on est chez Dingo. Ils peuvent pas être dans la valise d'Emmanuel Macron. Au retour.
Emmanuel Macron, il rentre pas à la rame. Il rentre en avion, lui aussi. On peut pas foutre ses costumes dans ses valises. Moi, quand je voyage et que j'ai besoin d'un costume, c'est pas tous les jours. Mais quand je le fais en avion, ils sont dans ma valise. Je leur achète pas un siège. Donc l'Élysée trouve que on va faire un effort, le retour, ils vont le faire en classe éco, parce qu'on s'est fait gauler la main dans le sac, parce qu'à l'aller, on a fait classe affaires. Mais attendez, et je vais même vous dire, attendez, moi je travaille pour Emmanuel Macron, je suis membre de son cabinet, où je travaille à l'Élysée. J'appelle le patron d'Air France, je dis écoutez, on a un petit problème, Emmanuel Macron a oublié ses costumes. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je pourrais vous mettre une valise présidentielle dans la soute? Vous me faites ça gratuit et vous l'emmenez en Guyane. Vous croyez que le président d'Air France va dire non, mais pas question, c'est 300 €? Bien sûr qu'il va le faire gratos. Il n'y a aucun problème. Vous croyez vraiment que ça va gêner le président d'Air France de dire bon, allez, dans ce Boeing là, vous me foutez la valise présidentielle? On leur fait gratos, ça passe, il n'y a pas de problème. Vous voyez, mais il y a eu quand même à l'Élysée une personne qui s'est dit non, mais je vais mettre les deux costumes, je vais lui acheter un billet en classe affaires, et puis on va les mettre comme ça sur le siège. C'est pour vous dire, si vous voulez, si ces gens sont déconnectés. Et encore une fois, c'est pas ça du tout qui va changer le budget de la France, on est d'accord. Mais ça montre un état d'esprit. À mon avis, ça montre un état d'esprit. Et quand on se fait gauler, quand on se fait choper la main dans le sac par Libération, on explique non, mais le retour, promis, ils vont le faire en éco. Mais non, au retour, tu les mets dans la valise du président, dans l'avion qu'il emploie. Il a un avion à lui, le président. Qu'est-ce que tu vas foutre ces valises en classe éco sur un siège pour l'envoyer en France? Vous êtes débile ou quoi? Ces deux costumes, ils vont dans son avion. Et si vraiment il ne veut pas voyager avec ses costumes, bon déjà on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais si vraiment il ne veut pas voyager dans le même avion que ses costumes, même chose, vous appelez le patron d'Air France, dit mon gars, dites monsieur, on va dire monsieur, dites monsieur le président a un petit problème, il est phobique, il ne supporte pas de voyager avec ses costumes. Est-ce que ça vous paraîtrait possible que je prenne une valise présidentielle, que je la mette dans la soute d'un de vos avions qui rentre en France? Et vous voyez le président d'Airbus dire non, le président d'Air France dire ah non, pas question, on ne veut pas de valise présidentielle dans notre soute. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, ces gens n'ont plus de notion d'argent, c'est le vôtre. Donc eux, ils s'en foutent, c'est le vôtre. Et il n'y a plus de notion de combien ça coûte. Donc montrez l'exemple, ils s'en ont rien à taper, puisque c'est vous qui allez faire les efforts. Vous allez voir après, l'autre exemple que j'ai reçu, vous allez voir. Alors on va voir les réflexions des gens, les commentaires qu'il y a pu y avoir. C'est une honte, car ensuite on met la faute sur les plus précaires, le RSA, le chômage, les médicaments, c'est lamentable. Et vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas le voyage en avion des costumes qui fait quoi que ce soit sur le budget. Ça fait rien du tout sur le budget. Mais forcément, des gens comme Kev, là, vont dire, mais attendez, après on dit que c'est de notre faute alors que c'est eux qui dépensent l'argent n'importe comment. Si vous ne montrez pas l'exemple, comment vous voulez faire accepter à la population le fait de réduire le RSA, de travailler sur les médicaments, de travailler sur le chômage? Si vous ne montrez pas l'exemple, c'est pas possible et c'est normal que les gens se révoltent. C'est honteux. Et après ça, on va faire de grands discours sur l'écologie. C'est vrai aussi. Alors moi, c'est vrai que comme j'ai pas de tendance écologique, bon voilà. Mais c'est vrai qu'il vous demande de jamais prendre l'avion. Vous, c'est mal. Vous, à la limite, quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, c'est mal. Vous devriez faire vos 25 km à vélo. Mais eux, ils manquent de costume. Allez hop, en avion. Le problème ne vient pas de Macron, mais des Français eux-mêmes, qui préfèrent passer leur temps à débattre sur des femmes portant le voile ou des abayas que des problèmes de fond qui ont une incidence directe sur leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie. Alors là, je ne vois vraiment pas le rapport. En Suède, il aurait dû démissionner. Oui, et c'est pour ça qu'en Suède, on peut être social. C'est qu'il y a une exemplarité. Donc il y a une exemplarité au gouvernement, et derrière, quand il y a besoin de vous donner ce que vous pouvez à votre société, mais les gens acceptent de payer
les impôts jusqu'à une certaine somme quand même. Ils acceptent de payer les impôts parce qu'ils savent que c'est pas gaspillé par le gouvernement. Et ceux qui reçoivent, il y a des moments, vous pouvez leur dire, attendez, vous allez recevoir un petit peu moins, mais regardez, nous aussi, on fait des efforts. Et surtout cet été, ne mettez pas la clim trop fort et faites des économies d'eau. Là aussi, ouais, l'écologie, ils leur prennent dans la tête. Mais c'est bien. C'est bien parce que les gens se rendent compte. Pendant que son peuple n'arrive pas à tenir les deux bouts. Eh oui. Pas très écologique, tout ce bazar, c'est vraiment du n'importe quoi. Affligeant. À gerber sérieux. Mais non, c'est les chômeurs, les fautifs. À gerber sérieux. Vous voyez, ça va être automatique. Il faudrait interdire les dépenses publiques. Les dirigeants, faites tomber les bombes, beaucoup de bombes, ils sont écologiques, quoi. Bon, nos dirigeants utilisent... Bon, nous, dirigeants, utilisons l'avion à volonté. Vous, le peuple, achetez des voitures électriques pour sauver la planète. Il fréquente mon président et certains de mes compatriotes, c'est donc normal. C'est rien 3 000 €, c'est même pas la valeur de la cravate de l'autre. Non mais on est d'accord, la somme, je suis d'accord avec Fabrice, la somme, c'est pas la somme, c'est l'état d'esprit. C'est pas la somme, c'est l'état d'esprit. Bon. Bref, mais vous voyez, c'est terrible parce que... c'est terrible parce qu'en fait, on a des gens qui arrêtent pas de nous demander des efforts, mais qui, eux, ont l'état d'esprit de « je dépense comme je veux ». Je fais mais toutes les dépenses que je veux, on s'en fout. C'est nos limites. Pendant ce temps, les dépenses sont... Ça, je l'ai lu. Cette dépense extravagante contraste avec les efforts demandés à la population pour réduire le déficit public, renforçant le sentiment d'injustice et d'inégalité face aux politiques économiques menées. Dans ce contexte, la nomination de Roselyne Bachelot à la tête du comité d'histoire des administrations chargé de la santé peut aussi poser question. Si nous devons être rigoureux, le comité d'histoire des administrations chargées de la santé est-elle réellement une priorité ou est-ce une place trouvée pour les copains? Vous vous rendez compte qu'il y a un comité d'histoire des administrations chargées de la santé. On vous demande d'être rigoureux, on va baisser vos allocations chômage, on va baisser vos remboursements santé, on va probablement baisser votre retraite ou du moins faire en sorte que l'inflation s'en charge. On va taper dans plein de dépenses qui vous concernent directement. Par contre, pour les copains, on crée, je sais peut-être que ça existait déjà d'ailleurs ce comité, j'en ai aucune idée, mais le comité d'histoire des administrations chargées de la santé. Et on trouve un poste à Roselyne Bachelot à la tête de ce truc-là. Dans le même moment, dans la même semaine. Alors, d'accord, Roselyne Bachelot est très macroniste, c'est elle qui avait dit que ça serait bien que le président puisse se représenter 3 fois, etc., que les Français avaient envie que Emmanuel Macron se présente 3 fois, donc oui, ok, c'est une copine, on a bien compris. Mais est-ce que c'est normal? Je vous parle souvent des comités Théodule, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Aucun! Si ce n'est de trouver des postes pour les copains. C'est la haute autorité à la longueur du tire-bouchon. Eh bien là, franchement, je trouve qu'avec ce poste, on est vraiment là-dedans. Regardez. Alors, c'est un tweet, en fait. C'est un tweet, hein. Roselyne Bachelot de Karen Tardy. Roselyne Bachelot a été nommée présidente du comité d'histoire des administrations chargées de la santé le 18 mars dernier. Elle va pouvoir réécrire l'histoire du ministère de la Santé à sa gloire. Mais, vous voyez, pourquoi déjà? Pourquoi est-ce qu'il y a un comité d'histoire des administrations chargées de la santé? Il y a des historiens. Si le sujet a le moindre intérêt, les historiens bosseront dessus. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir un État qui crée un comité? Un comité Théodule qui ne sert à rien, si ce n'est que ça va permettre à Roselyne Bachelot d'avoir un petit peu de sous-sous. Et un petit poste.
Poste de présidente pour Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot a été nommée présidente du comité d'histoire des administrations chargées de la santé le 18 mars dernier. Ce comité a notamment pour mission de reconstituer l'histoire de la politique publique de la santé et d'approfondir les connaissances historiques sur le rôle du ministère de la Santé, notamment en matière de gestion des crises sanitaires. Mais je suis désolé, mais les historiens le feront. Il n'y a pas besoin d'un comité Théodule financé par l'État. Combien de chercheurs et de doctorants en histoire vous avez déjà dans les universités? Si ça a la moindre importance, ils bosseront dessus. L'ex-ministre de la Santé, de la Culture ou encore des Sports, Roselyne Bachelot, pharmacienne de formation, vient de prendre la tête du nouveau comité d'histoire. Ah oui, donc il a bien été créé, voilà. Comité d'histoire des administrations chargées de la santé. Elle a été nommée pour 3 ans. Composé de 3 collèges et de 36 membres. 36 membres. Ce comité a pour mission de reconstituer l'histoire de la politique publique de la santé, d'approfondir des connaissances historiques sur le rôle des ministères chargés de la santé, notamment en matière de gestion de crise sanitaire et de développement du programme de recueil des témoignages. Mais là aussi, on peut se dire, bon, est-ce que le gouvernement ne veut pas mettre ça en place, comme ça, c'est lui qui se charge d'écrire l'histoire de la santé, et il a été tellement nul pendant toute la crise sanitaire que ça lui permet de... Voilà, ça évite que ce soit des indépendants qui fassent ce travail. Alors, fais voir ce que c'est que ce comité-là. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah oui, bah j'ai le... Ok, c'est les articles de création. Mais vous voyez, voilà, vous allez avoir des hauts commissaires, vous allez avoir des présidents, vous allez avoir plein de gens qui vont gagner plein de fric pour un truc dont vous vous foutez totalement. Et à un moment où on vous demande de faire des efforts. C'est-à-dire, vous allez faire des efforts, mais Roselyne Bachelot, elle a un poste, voilà, qui lui permet d'être bien rémunérée pour faire un travail dont tout le monde se fout. Tout le monde. Tout le monde. Alors j'ai sélectionné parce que... Alors il y a plein de commentaires sur la crise sanitaire, etc. Mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ne vais pas en parler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une volonté du gouvernement de réécrire la crise sanitaire, parce qu'il a fait ça n'importe comment. Donc ça permet probablement au gouvernement de réécrire lui-même la crise sanitaire et sa gestion de la crise sanitaire avant que de vrais historiens s'en mêlent. Donc voilà. Mais on va voir le reste, parce que le sujet de la vidéo, c'est eux dépensent l'argent n'importe comment, et vous, on vous demande de vous serrer la ceinture. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Payé par les contribuables pour réécrire l'histoire à sa façon, ou plutôt à la façon qui arrange le gouvernement. Les mensonges, toujours les mensonges. C'est dans tous ces postes pour copains que nous devrions commencer par faire des économies. Et je suis d'accord, là aussi. Vous voyez, enfin moi j'arrive demain à la tête de l'État avec un budget aussi minable, avec un déficit aussi abyssal. La première chose que je fais, c'est que je sabre tous les hauts commissariats, tous. Vous en rendrez même pas compte qu'ils sont plus là. Les hautes autorités, les hauts commissariats, je les supprime absolument tous. Absolument tous, je n'en laisse pas un seul. Vous ne vous rendrez même pas compte du fait qu'ils sont partis. Mais c'est la première chose que je ferai. Ensuite, je diviserai par 2 le nombre de ministères, parce que franchement, 40 ministères, je vous mets au défi de m'en citer plus de 10. Si vous n'êtes pas capable d'en citer plus de 10, c'est qu'il n'y en a pas plus de 10 qui sont importants. Eux, ils en ont plus de 40. Il doit y avoir un haut commissariat au tire-bouchon, là aussi. Pardon, un ministère du tire-bouchon. Donc c'est les premières choses que je fais. Et après, vous demandez aux gens de faire des efforts. Parce que vous avez montré que vous en tant qu'État, vous faisiez des efforts. Que vous acceptiez vous saigner. Et après, vous demandez aux gens de le faire. Disant, écoutez, le RSA, on est trop généreux, il va falloir qu'on calme ces histoires de RSA et l'appliquer qu'à une certaine catégorie de personnes et arrêter d'arroser le monde. Ça, vous pouvez le faire uniquement si vous avez montré l'exemple.
Et je ne dis pas qu'il faut le supprimer pour tout le monde. Hein. Je sais que je reçois des mails de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer pour tout le monde. Je trouve qu'il y a néanmoins une exagération du nombre de personnes à qui on le distribue. Ça tient en 2 lignes. La France avait le meilleur système de santé du monde. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Une figure éminente de la médiocrité. Véran du Covid, Édouard Philippe du Rivotril, Bachelot du H1N1, Fabius du sang contaminé, la bâtardise m'est égale, une tautologie récurrente de nuisances de poubelles pour la santé. Bon, bref. Je vous laisserai découvrir, si vous voulez, le tweet, vous irez le voir, il y a le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez aller voir tous les messages. Mais, vous voyez, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous allez faire des efforts. Le gouvernement a géré, mais n'importe comment depuis 7 ans, n'importe comment. Aujourd'hui, il se retrouve face à l'urgence, il a peur. Je ne sais pas exactement de quoi il a peur, parce qu'ils ont plus d'informations que nous. Hein. Donc, moi, j'ai donné des idées sur lesquelles il avait peur, mais ils semblent avoir vraiment très peur. Et vouloir vraiment donner des gages de « je gère bien ». Donc, ils vous tapent dessus. Mais pour eux, voilà, faire voyager les 2 costumes du président en première classe, il n'y a aucun problème. Trouver des postes aux copains, il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. On va finir de lire quand même l'article, mais en somme, la gestion du déficit public en France soulève des questions cruciales sur la justice sociale et l'équité des politiques économiques. Alors que certains secteurs subissent des coupes budgétaires, les dépenses somptuaires de certains responsables politiques alimentent le sentiment d'injustice et de mécontentement au sein de la population. Il est plus que jamais nécessaire de repenser les priorités budgétaires et de veiller à ce que les mesures prises ne pèsent pas injustement sur les plus fragiles de la société. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Les chiffres, on est d'accord, le poste de Mme Bachelot, c'est pas ça qui va détruire le budget de l'État. Mais est-ce que c'était essentiel de le créer maintenant, ce comité? Est-ce que c'était essentiel de créer ce comité maintenant? Je vais vous redonner la date de création du comité, on doit la voir. Hop. Alors, voilà. Ah non, c'est la version 1er avril. Il a été créé le 15 mars 2024. Donc, on a un budget catastrophique, catastrophique. On vous demande des efforts et on crée un comité le 15 mars 2024 pour mettre Roselyne Bachelot à sa tête. Peut-être pour réécrire l'histoire, mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'était vraiment le moment de créer ce comité? Est-ce que c'était normal de faire voyager les costumes du président en première classe ou même en classe éco au moment où on demande aux Français de faire des efforts? Vous voyez, c'est pas ça, on est d'accord, c'est pas ça qui va couler le budget, mais c'est à mon avis, ça dénote à mon avis un état d'esprit. Les efforts, c'est pour les autres. Nous et nos copains, on n'en a rien à foutre. Nous et nos copains, on continuera à dépenser l'argent comme on veut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.